Holy. Nous sommes le 14 février 2018 et une tragédie indescriptible vient de frapper la Marjory Stoneman Douglas High School. Ce garçon sur ces images, c'est Nikola Cruz, qui mange tranquillement dans un McDonald's de la ville alors qu'il vient de commettre une des pires tueries de masse lycéennes des États-Unis. Ce jour-là, ce qui aurait dû être une journée ordinaire pour les élèves et le personnel de l'établissement, vient de tourner au cauchemar. You're all going to die. Pew, 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 pew. Oh, yeah. Can't wait. La Marjory Stoneman High School est l'un des principaux lycées de Parkland, une petite ville réputée pour son calme et son cadre de vie familial. Avec des infrastructures modernes et une communauté scolaire impliquée, cet établissement accueillait près de 3000 élèves. Il porte le nom de Marjory Stoneman Douglas, une journaliste et militante pour la conservation de l'environnement en Floride. Parkland, située dans le comté de Broward, est une ville de banlieue prospère avec une population d'environ 30 000 habitants. Elle se caractérise par ses parcs verdoyants, ses quartiers résidentiels tranquilles et un faible taux de criminalité. Avant la tragédie de 2018, Parkland était considéré comme un havre de paix, offrant un environnement idéal pour les familles et leurs enfants. Parmi les points d'intérêt de la ville, on trouve des parcs, comme le Pine Trails, offrant des activités sportives et culturelles, ainsi qu'un calendrier d'événements communautaires très prisé. L'État de Floride, connu pour ses plages, ses parcs à thème emblématiques comme Disney World et Universal Studios, son climat tropical est l'un des États les plus visités des États-Unis. Toutefois, il est aussi marqué par des débats récurrents sur la violence armée, en partie en raison des lois permissives concernant la possession et le port d'armes. Parkland, bien que très différente des grandes métropoles comme Miami ou Orlando, reflète cette dualité entre cadre de vie paisible et enjeux sociétaux complexes. Nous sommes le 14 février 2018, jour de la Saint-Valentin, une fête normalement dédiée à l'amour et à la bienveillance. À la Marjory Stoneman Douglas High School, dans la paisible ville de Parkland, en Floride, élèves et enseignants suivent le rythme routinier de la journée. Certains discutent de leurs projets pour le soir, d'autres rigolent dans les couloirs, insouciants. Pourtant, à 14h19, l'ordinaire va se briser. Un ancien élève, Nicolas Jacob Cruz, 19 ans, arrive en Uber devant l'établissement. Armé d'un fusil semi-automatique AR-15 acquis légalement, équipé de multiples chargeurs, d'un masque à gaz et de grenades fumigènes, il s'apprête à commettre une des pires fusillades en milieu scolaire de l'histoire des États-Unis. Cruz entre par une porte latérale du bâtiment 1200 laissé déverrouillé, une faille de sécurité qui sera plus tard vivement critiquée. Il déclenche l'alarme à incendie, semant la confusion parmi les élèves et le personnel. Beaucoup croient à un exercice d'évacuation, une routine banale dans les écoles américaines. À mesure que les couloirs se remplissent, Cruz commence à tirer au hasard, abattant sans discrimination et discernement ceux qui se trouvent sur son chemin. Holy. En moins de 6 minutes, le carnage est total. 17 personnes, majoritairement des adolescents, sont tuées et 17 autres sont grièvement blessées. Parmi les victimes de jeunes élèves prometteurs et passionnés, Joachim Oliver, 17 ans, aimé de tous. Alissa Aladef, 14 ans, brillante et sportive. Mido Polak, 18 ans, qui s'apprêtait à terminer son année en terminale. Et tant d'autres noms qui ne feront plus jamais écho dans ces couloirs. Des enseignants font aussi preuve d'un courage remarquable. Aaron Face, entraîneur de football américain, se jette devant ses élèves, servant de bouclier humain et perdant la vie pour les protéger. Scott Beigel, professeur de géographie, tente de faire entrer des étudiants effrayés dans sa classe pour les mettre à l'abri. Il sera abattu alors qu'il leur sauvait la vie. Après avoir presque épuisé ses munitions, Cruz cesse de tirer, dépose son arme, enlève son équipement et se mêle à la foule paniquée qui fuit l'établissement. Tandis que l'école est plongée dans le chaos et le deuil, Cruz marche calmement jusqu'à un métro, puis se rend dans un McDonald's, où il est filmé en train de manger tranquillement. 1 heure après l'attaque,
Il est interpellé sans résistance et à la police, il déclare simplement être la personne recherchée. No, we're pretty sure this is What's going on? What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Yeah, no problem. We got a Voices. Voices and demons? Where's the voices? What the f? My friend said his window got shot. Like his class window. Nicholas Cruz n'était pas un étranger à la Douglas High School. Ancien élève, il avait été expulsé pour des problèmes disciplinaires récurrents et un comportement perturbateur. Adopté à la naissance, Cruz a grandi dans une famille qui espérait lui offrir une vie stable. Mais il a rapidement manifesté des troubles émotionnels et des problèmes comportementaux. Après le décès de son père adoptif, alors qu'il était encore jeune, sa mère adoptive a été confrontée à l'évolution de son comportement, marquée par des crises d'agressivité, une incapacité à se conformer aux règles sociales et à un isolement croissant. Adolescent, il nourrissait un intérêt obsédant et morbide pour les armes à feu, un trait qu'il mettait en avant sur les réseaux sociaux. Ses publications, souvent violentes, incluaient des dessins d'armes, des commentaires explicites sur ses fantasmes destructeurs et des menaces implicites. Certains de ses camarades et enseignants le considéraient comme un individu raciste, antisocial et potentiellement dangereux. L'un de ses professeurs avait même signalé son comportement à l'administration de l'école avant son expulsion. Mais aucune intervention préventive substantielle n'avait été mise en place. Après son expulsion, Cruz est resté largement isolé, vivant dans différentes familles d'accueil et accumulant les déceptions personnelles. Ses interactions sociales étaient souvent caractérisées par des accès de colère et des comportements instables. L'un des foyers qu'il avait accueillis avait signalé sa possession d'armes à feu. Mais Cruz avait alors déclaré les avoir acquises légalement, et aucune action ne fut entreprise. Ces signaux d'alerte, bien qu'évidents pour son entourage, n'ont pas suffi à prévenir la catastrophe. La trajectoire de Nicholas Cruz, entre enfance troublée, obsession dangereuse et négligence systémique, illustre un enchaînement tragique de défaillances qui ont culminé et amené à l'horreur le 14 février 2018. L'intervention policière ce jour-là a suscité de vives controverses et demeure l'un des aspects les plus critiqués de la tragédie. Scott Peterson, l'agent de sécurité scolaire présent sur le campus, a été accusé de ne pas avoir rempli son devoir en restant à l'extérieur du bâtiment pendant toute la durée de l'attaque. Une enquête approfondie révélera qu'il s'était réfugié dans un coin du bâtiment pendant 48 minutes, prétextant ne pas savoir d'où venaient les tirs. Cette inaction lui vaudra des critiques féroces de la part des familles des victimes, qui le surnommeront le lâche de Broward. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. En 2019, il sera inculpé pour négligence criminelle et mise en danger d'enfant, bien qu'il ait finalement été acquitté des charges retenues contre lui en 2023, à la grande frustration des familles endeuillées. D'autres agents de police présents sur les lieux ont reçu des ordres de leurs supérieurs de former un périmètre au lieu d'intervenir immédiatement dans le bâtiment. Cette stratégie, bien qu'en ligne avec certains protocoles d'urgence visant à contenir un tireur actif,
a provoqué un retard considérable dans l'accès aux victimes blessées. Parmi les conséquences, plusieurs personnes grièvement touchées ont attendu de longues minutes avant de recevoir des soins, ce qui a peut-être contribué à la gravité de leurs blessures, voire à leur mort. Les enquêtes menées par les autorités locales et fédérales mettront en lumière des défaillances systémiques dans les protocoles de gestion des crises. Ces enquêtes aboutiront à des recommandations pour améliorer la formation des forces de l'ordre, notamment en insistant sur la nécessité d'une intervention immédiate face à un tireur actif, même si cela met en danger les agents. Les étudiants survivants comme Emma Gonzalez et David Hogg, qui a rapidement pris un rôle de leader dans les médias et les réseaux sociaux, sur le sujet de la fusillade de Parkland, deviennent des figures centrales du mouvement Never Again. Ce mouvement mobilise des marches, telles que la Marche pour notre vie, attirant des centaines de milliers de personnes à Washington et dans le monde entier, plaidant pour des lois plus strictes sur les armes à feu. En mars 2018, très peu de temps après le drame, la Floride adopte le Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act. Cette loi impose un âge minimum de 21 ans pour l'achat d'armes à feu et un délai d'attente de 3 jours pour l'acquisition d'un fusil. Cependant, elle autorise également certains membres du personnel scolaire à être armés pendant les cours. Une décision controversée qui a suscité des débats intenses. Les partisans de cette mesure y voient une manière de renforcer la sécurité des écoles, tandis que ses détracteurs estiment qu'elle risque d'augmenter les risques d'incidents armés dans les établissements scolaires. Arrêté le jour de la fusillade, Nicholas Cruz est rapidement inculpé de 17 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Lors de son interrogatoire, la police fait intervenir son frère pour le faire craquer. J'ai les images de cet interrogatoire qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. La méthode semble discutable. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. What do you think Mom would think right now? She'll cry. She would cry. People think you're a monster now. A monster? You don't have anything. You're not acting like yourself. Like, why? Like, all right. I know you probably feel like you have nobody, but I care about you. I literally would pour my heart out for you. I know I make it seem like I didn't care about you at all. I know I made it seem like when we were growing up that I hated you, I didn't like you. But truth is, I just didn't want to look like I didn't want to look weak. I love you with all my heart. Like, I will tell you, I'm telling you right now, I love you. Alright, I know what you did today. Other people look at me like I'm crazy for even. And I don't care what other people think. Like, you're my brother. I love you. I want you to. You can't. How you? Can I hug him? Yeah. As long as you. I mean, dude, I love you too, bro. I know what you've gone through, bro. That's okay, bro. I know how you grow up. I know exactly. People don't understand you like I understand you. Le procès, qui s'est étendu sur plusieurs mois, a été marqué par des témoignages poignants et déchirants des familles des victimes, décrivant l'impact durable de cette tragédie sur leur vie et leur communauté. La décision du jury de ne pas infliger la peine de mort a suscité une controverse nationale majeure. Les procureurs avaient présenté des preuves accablantes à la préméditation de Cruz, notamment des journaux détaillant ses plans et des vidéos enregistrées par le tireur dans lesquelles il exprimait sans ambiguïté son intention de commettre ce massacre. Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can get it done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Pew, 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 pew. Yeah. Can't wait.
Malgré ces éléments glaçants, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle a été retenue comme sentence. Une décision qui a divisé l'opinion publique. Cette sentence a également ouvert un vaste débat sur la manière dont les procès pour fusillade de masse sont menés. Et si la justice américaine doit instaurer des normes spécifiques pour traiter des crimes d'une telle ampleur. Patricia Oliver, mère de Joaquin Oliver, un étudiant de 17 ans tué lors de l'attaque, a déclaré avec émotion. La justice a échoué à rendre un véritable hommage aux vies perdues. Dans son témoignage, elle évoque le rêve de son fils de devenir architecte et son dévouement envers sa communauté. Fred Gutenberg, père de Jamie Gutenberg, une élève de 14 ans, a exprimé une colère vive en disant « Ce verdict envoie un message terrible, qu'un crime de masse peut éviter la peine maximale. » Il a rappelé que sa fille était une jeune fille brillante et pleine de vie, qui n'avait pas eu la chance de réaliser ses ambitions. Cependant, certains survivants, comme Samantha Fuentes, gravement blessée lors de l'attaque, ont adopté une position différente. Samantha, qui souffre encore de blessures physiques et psychologiques, a déclaré « Accorder la peine de mort à Cruz aurait été un châtiment bien trop doux. Une peine à perpétuité sera un châtiment bien plus durable. » Elle a ajouté que ce verdict permettrait de retirer à Cruz toute possibilité de glorification publique, tout en respectant les principes d'éthique personnelle de certains proches des victimes. Ces témoignages qui mettent en lumière les profondes divergences d'opinion parmi les familles et les survivants reflètent la complexité morale, émotionnelle et juridique de cette affaire. Ce procès est devenu un symbole des défis systématiques auxquels est confrontée la société américaine dans sa lutte contre la violence armée et les crimes de masse. En juin 2024, le bâtiment 1200 de la Marjory Stoneman Douglas High School, théâtre de la tragédie de 2018, a été démoli. Cette décision, prise en consultation avec des experts en santé et sécurité, visait à protéger le bien-être des élèves et du personnel. Les familles des victimes ont été invitées à assister à la démolition et à même y participer symboliquement, offrant une forme de clôture à cette douloureuse épreuve. La démolition s'est achevée avant la rentrée scolaire de 2024, marquant une étape significative dans le processus de guérison de la communauté. Mais Cruz ne va pas s'arrêter là. Un incident très violent va se produire lors de sa détention. Lors de son incarcération en attente de son procès, Nicholas Cruz a été impliqué dans un incident violent contre un gardien de prison. Cet affrontement, survenu en novembre 2018, a été déclenché après que Cruz aurait refusé de se conformer à une demande de routine de l'agent pénitentiaire. Des images de vidéosurveillance montrent Cruz attaquant soudainement le gardien, lui assénant plusieurs coups de poing et tentant violemment de s'emparer de son taser. Le gardien, bien que pris au dépourvu, oppose une résistance notable et a finalement réussi avec l'aide de ses collègues à immobiliser Cruz. L'incident a entraîné des blessures mineures pour le gardien, mais les autorités pénitentiaires ont rapidement mis en place des mesures disciplinaires strictes. Des accusations supplémentaires ont été portées contre Cruz, notamment pour agression avec violence et tentative de désarmement d'un agent de sécurité, ce qui a renforcé son profil criminel déjà accablant. Cet acte a suscité une large indignation, non seulement parmi les familles des victimes de la fusillade, mais aussi au sein du personnel pénitentiaire et du grand public. Certains observateurs ont considéré cet épisode comme un exemple de l'instabilité émotionnelle et du danger constant que représentait Cruz, même en détention. Les avocats de la défense, quant à eux, ont tenté de contextualiser cet incident, affirmant qu'il était le résultat d'un état de stress extrême lié à son isolement en prison et à la pression médiatique entourant son affaire. Cependant, ces explications n'ont pas suffi à atténuer la perception du public, qui a confirmé que Cruz était un individu incontrôlable. En conséquence, des protocoles de sécurité encore plus stricts ont été mis en place, incluant des inspections renforcées et une surveillance accrue pour prévenir tout risque futur. La tragédie de Parkland a révélé d'importantes défaillances dans les systèmes de santé mentale et éducatifs qui ont échoué à intervenir avant que Nicholas Cruz ne devienne un tueur de masse. Dès son jeune âge, Cruz avait manifesté des signes de troubles émotionnels, notamment des accès de colère et une incapacité à établir des relations stables. Bien que plusieurs signaux d'alarme aient été détectés, notamment par des enseignants et des familles d'accueil, les réponses institutionnelles ont été insuffisantes. Les services sociaux, les écoles et les organismes de santé mentale n'ont pas réussi à coordonner leurs efforts pour fournir à Cruz un soutien et une prise en charge adaptée. Ces manquements mettent en lumière la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi pour les jeunes présentant des comportements à risque
afin de prévenir de telles catastrophes. Un autre des aspects très controversés de ce dossier concerne l'inaction du FBI malgré les multiples signalements reçus concernant Nicholas Cruz. Dès 2017, des individus proches de Cruz avaient contacté les autorités fédérales pour exprimer leurs préoccupations quant à son comportement violent et instable. Un appel anonyme en janvier 2018, soit un mois avant la fusillade, avait spécifiquement averti le FBI que Cruz était potentiellement dangereux, détaillant son obsession pour les armes et son comportement menaçant sur les réseaux. L'auteur de cet appel avait même précisé que Cruz pourrait entrer dans une école et tirer sur des gens. Bien prémonitoire malheureusement. Ces signalements n'ont pas été traités avec l'urgence requise. Une enquête interne menée par le FBI après la fusillade a révélé des failles systémiques dans le traitement des informations transmises par le public. Le signalement concernant Cruz avait été transmis à une division locale, mais aucune action concrète n'avait été entreprise pour vérifier ces allégations ou intervenir. Cette inaction a suscité une indignation générale, alimentant les critiques sur la capacité des institutions à prévenir de telles tragédies. En réponse, le FBI a présenté des excuses publiques et promis de réformer ses processus de traitement des signalements. Cependant, pour les familles des victimes, ces promesses sont arrivées trop tard, et cet échec reste un exemple frappant des lacunes des systèmes de prévention et de surveillance aux États-Unis. Je pense que vous vous en doutez, la fusillade de Parkland a laissé une empreinte profonde non seulement sur les familles des victimes et les survivants, mais aussi sur la nation tout entière. Elle a mis en lumière les lacunes de la législation sur les armes à feu et la sécurité dans les écoles. Malgré les appels au changement, les fusillades de masse restent un problème récurrent aux États-Unis, faisant de Parkland un sombre symbole de la lutte pour une société plus sûre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. C'était SH. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. Bye bye.